Bonjour à tous. Voici une petite vidéo qui reprend le début du TD d'analyse numérique sur les équations différentielles. Donc je ne le traiterai peut-être pas tout en entier dans cette vidéo, après bon je verrai hein, une fois que je serai lancé, mais au moins bon ça permettra peut-être de débloquer ceux qui ont eu du mal. Donc je vais d'abord regarder un petit peu l'énoncé du TD avec vous, expliquer surtout l'idée, hein, ce qui compte le plus, et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Hein. Je vais essayer de voir comment le temps s'écoule pendant que je parle. Alors là, on est sur une partie du programme donc d'analyse numérique qui est, je pense, la plus importante. Hein. Donc, vous avez différentes méthodes à connaître dans le cadre de cette période qui a été, je crois, la 4e période de l'année en informatique. Donc, on a vu notamment en cours la résolution la recherche des zéros d'une fonction, donc dichotomie et méthode de Newton, bon, à connaître, hein, bien sûr. L'intégration par la méthode des trapèzes, des rectangles, des trapèzes. Alors, bon, à connaître, évidemment, après, en toute honnêteté, il est quand même assez peu probable que quelque chose d'aussi scolaire, en fait, fasse vraiment l'objet d'une partie d'une épreuve d'un concours. Là, c'est tout le contraire. Là, on est sur le très gros morceau d'analyse numérique, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez parier sur le fait que parmi les différentes épreuves que vous allez rencontrer en fin de spé, donc je ne sais pas si vous passez 3 ou 4 épreuves d'informatique à la fin, on peut raisonnablement penser que la méthode d'Euler apparaîtra au moins une fois. C'est un énorme classique, c'est quelque chose que les collègues de physique et de SI aiment énormément. Bon, pour une raison simple, c'est que évidemment les équations différentielles, c'est le gros morceau pour eux. Et donc, il est clair que dans l'histoire de l'informatique, donc des dernières décennies, la résolution numérique des équations différentielles a joué un énorme rôle parce que c'est un besoin énorme dans toutes les branches de l'informatique appliquée, hein, qu'on l'applique en physique, en ingénierie, en astronomie, que sais-je, on est tout le temps là-dedans. Hein. Donc bien évidemment, les informaticiens ont développé des fonctions qu'on vous demande ici de reprogrammer, alors bon, pour la plus simple hein, et la plus naïve peut-être d'entre elles, mais ils ont développé des fonctions qui sont d'une puissance incroyable et qui sont d'un usage quotidien. C'est-à-dire que vraiment tous les jours, hein, ça y va, la résolution d'équations différentielles, qu'on le voit ou qu'on ne se rende pas compte en fait. Alors la méthode d'Euler est vraiment la méthode classique. Hein. C'est celle qui est au programme et c'est celle qui est à connaître. Elle est très simple en fait. Hein. Je ne sais pas si le TD vous a intimidé ou non, s'il vous a bloqué ou non, mais en fait il y a quelque chose d'extrêmement simple une fois qu'on a compris l'idée et c'est le but de cette vidéo. Alors, nous allons donc nous intéresser à des équations différentielles qu'on appelle les équations différentielles ordinaires, hein, ODE, Ordinary Differential Equations, qui peuvent s'écrire de la façon suivante. Alors, pour l'instant, on va partir du principe qu'on est dans une équation du premier ordre. Hein. Après, vous allez voir que la méthode se généralise à un ordre quelconque. Mais pour l'instant, restons sur une équation du premier ordre et regardons cette écriture-là. Ce n'est pas forcément celle que vous avez l'habitude d'utiliser, mais en fait, ça revient exactement au même. Nous allons... Bon, je rappelle que donc, si on a une équation du premier ordre, on a une relation entre une fonction et sa dérivée. Alors, on va écrire à gauche la dérivée. On va isoler la dérivée hein, complètement. Elle ne doit pas apparaître à droite. On isole la dérivée et en gros, bon, tout le reste, on le met à droite. Alors, plus exactement, on va faire ceci. On va isoler la dérivée et la dérivée étant elle-même une fonction, nous allons l'écrire comme une fonction de quelque chose. Alors, de quoi de deux choses. Ce sera vraiment cette écriture-là. Donc, c'est cette écriture-là qu'on donne le nom d'ODE, hein, Ordinary Differential Equation. Et on doit absolument réussir à écrire la dérivée, l'équation différentielle, on va réussir à l'écrire comme la fonction de la fonction principale et de la variable. Donc ici, c'est le temps. Hein. On est dans un domaine appliqué, on est dans la physique ou l'ingénierie, donc la variable pour nous, ce sera vraiment le temps ici. Et donc, nous devons impérativement
transformer le système quelle que soit sa forme initiale. Alors, bon, est-ce qu'on a un exemple en dessous? On a ça, on a bon voilà, hein, on va prendre celle-ci, hein, le petit 2. Alors, bon, il n'y a vraiment rien du tout à faire ici. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends le petit 2, je vais simplement écrire mon équation différentielle de... ah oui, je crois que le zoom doit être un très gros zoom ici. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Voilà. Parfait. Je vais donc écrire cette équation différentielle de la manière suivante. J'isole la dérivée à gauche, donc bon, je recopie, hein, simplement y' prime de t est égal à quoi? Alors bon, globalement, il faut juste que je fasse passer, hein, pour le dire vulgairement, tout cela à droite, mais enfin, très exactement, je dois l'écrire de la manière suivante. Hein. Donc je vais donc écrire f de y de t virgule t, mais alors avec f voilà, avec f de donc y de t virgule t est égal à quoi? Alors est égal à, bah donc ici, moins, voilà, hein, moins 2, alors ici c'est le signe égal, hein, pardon, est égal à moins 2 de la racine. Alors voilà, j'ai juste fait en fait passer à droite. Donc c'est une simple astuce d'écriture si vous voulez. Mais en même temps, ici j'ai fait quelque chose que les informaticiens aiment bien, qui est de pouvoir automatiser la résolution de cette fonction, puisque je n'aurai qu'à gérer un objet, qui sera ici une fonction, qui sera absolument calibrée. Hein, c'est ça qui compte. En fait, si je dispose d'une fonction extrêmement performante de résolution d'équations différentielles, j'aurai simplement à lui passer une fonction qui a 2 paramètres. Alors regardons un petit peu plus cette fonction que nous avons ici. Vous voyez que c'est une fonction à 2 paramètres, y de t et t, et vous voyez que je n'en utilise qu'un. C'est un cas assez classique. Hein, c'est un cas classique. Dans beaucoup d'équations différentielles, la variable t n'est pas prise en compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans beaucoup d'équations différentielles, je dirais le système reste identique, quel que soit le moment où on se situe. Si vous prenez l'équation du pendule, quel que soit le moment où, au fur et à mesure que le temps s'écoule, la relation entre la position et l'accélération reste toujours la même. Elle ne va pas varier en fonction du temps. Cette relation est identique. Cette relation, c'est ce qui est exprimé ici. Donc c'est assez classique. Mais il peut arriver, ce sont des équations plus complexes, il peut arriver que la variable t qui apparaît ici figure également dans l'écriture de la fonction. Ça peut arriver. Alors, donc, je reviens à ça. Ça, c'est la forme fondamentale, et c'est une forme, bon, si vous voulez, c'est une sorte d'astuce d'écriture, mais encore une fois, c'est une forme normalisée qui sera bien utile pour la suite. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt est le suivant, et c'est le principe fondamental de la méthode de l'air. Hein, si je trace donc ici un repère, alors avec ici une ordonnée que j'appelle y, et donc surtout ici je vais mettre t parce qu'on a dit qu'on travaillait sur le temps. L'idée de la méthode de l'air est extrêmement simple. À supposer que je connaisse la solution ou une solution approchée de ma fonction en un point. L'idée de la méthode de l'air est la suivante. Regardez bien toutes les informations que j'ai à ma disposition. Je sais bien évidemment quelle est l'abscisse. Hein, donc on parle d'un certain temps, hein, que je peux appeler ici t, ti. Je connais bien évidemment l'ordonnée, que j'appelle y. Il y a une troisième chose que je connais et qui n'apparaît pas ici, mais c'est précisément ce que va me donner mon ODE. Donc attendez, je vais revenir sur la page précédente. Voilà, l'ODE est ici. Donc je la surligne.
Il y a une troisième information que je connais, c'est ce que mon ODE m'indique. Dans la mesure où j'ai une fonction de y de t et de t, donc dans la mesure où je connais tout, hein, ce qui va me permettre de calculer f de t, vous remarquez que je connais aussi ma dérivée. Alors, si je connais ma dérivée, c'est quelque chose d'extrêmement pratique, parce qu'à ce moment-là, vous voyez que je peux tracer la tangente en la courbe. Je ne connais pas la courbe, je la cherche. Hein. Le principe de l'équation différentielle, c'est que je cherche finalement cette courbe. Mais il y a une chose que je connais désormais grâce à l'ODE, c'est la tangente en ce point. Donc, je vais la tracer, mettons, comme ceci. Ah, c'est pas très beau, alors que c'était plutôt bien. Commencez à vous repérer que mes axes de mon repère sont... Oh là, ils étaient pas mal, j'étais assez content d'y être arrivé. Bon, allez, on va se satisfaire de ça. Voilà, voilà la tangente en ma courbe mystère. Hein. Mais j'ai ici la tangente. Alors bon, après, si vous avez un petit peu compris quelle était je dirais, la sensibilité propre à l'analyse numérique, vous avez compris que ce qui va m'intéresser, c'est quoi? C'est ça. C'est quoi ça? Bah, disons que pour un petit pas qui est donné, hein, donc ce pas, alors dans l'énoncé, il est appelé, je crois, il est appelé H, hein, une suite arithmétique de raison ou pas H. Donc vous avez compris que ici, je pense que si je zoome, ce sera peut-être mieux. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Vous avez compris que ici, j'ai un petit pas, hein, qui fait H. Voilà. Je vais dézoomer. C'est pas mal comme ça. Bien. Voilà. Voilà mon pas, H, et un point. C'est quoi ce point? C'est tout simplement, regardez, c'est le taux d'accroissement. Hein. Je profite de la possibilité que j'ai donc par la connaissance de cette tangente, enfin, par la connaissance de la dérivée. Hein, donc je peux tracer la tangente, je peux donc construire un autre point hein, par la méthode du taux d'accroissement. J'avance de H. Et je monte de quoi? Je monte de ma dérivée fois h. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un deuxième point. J'avais dit tout à l'heure, on suppose un point connu. Si on suppose un point connu, on peut approcher un deuxième point. Or, vous remarquez que si j'ai un deuxième point, je dispose donc désormais d'une nouvelle abscisse qui va être t de i plus h, on peut l'appeler t de i plus 1 bien sûr. Hein. T de i plus 1, c'est pas très clair, mais bon, en même temps, hein, c'est évidemment pas facile. Voilà. T de i plus 1, c'est en fait t de i plus h, hein, tout le monde est d'accord. Je dispose d'une nouvelle ordonnée hein, qui va être ici. Donc, et j'ai toujours mon ODE. Hein, j'ai toujours mon ODE, donc je la remets ici. J'ai donc tout ce qu'il me faut. Pourquoi? Pour tracer la tangente en ce point-là. Donc je vais la tracer comme ceci. Je vais la faire, pas identique bien sûr à la précédente. Hein, je vais faire... C'est pas trop mal. J'ai donc un nouveau point qui va être approximativement ici. Oh, c'est pas trop mal comme dessin, ça aurait pu être pire. Je vais prendre une couleur orange pour essayer donc de bien faire apparaître la courbe que je suis en train d'approcher. Voilà. Hein, j'essaie de le refaire. Non, là c'est mal parti. Bon, ça, bon, peu importe. Vous voyez donc que j'ai ici une courbe approchée. En réalité, elle n'est approchée ici que par 3 points, nous sommes bien d'accord. Il faut bien sûr étendre le procédé. Il faut prendre un pas qui ne sera pas trop grand, on va y revenir. Mais donc en fait,
vous voyez que je peux approcher une solution. À une condition, c'est que je connaisse au moins un point. Mais ça, c'est le principe général. Hein. C'est ce qu'on appelle les conditions initiales. Y de t0 est égal à alpha, vous l'avez ici. Bon, dans la pratique, la condition initiale, j'aurais dû la mettre ici. Bon, il est fréquemment, c'est pas toujours le cas, hein, mais bon, très fréquemment, évidemment, on va partir du principe qu'on connaît la solution en t égale 0. Hein, t égale 0. Et donc, à partir du moment où j'ai t égale 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir d'un pas petit h pour construire une suite de points qui va me donner une solution approchée de l'équation différentielle. Et bien évidemment, hein, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez compris que en fait, la solution va devenir de moins en moins bonne. Pourquoi? Parce que je vais accumuler des erreurs. Hein. Il est clair que le premier point que je vais construire sera très précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je connais exactement ma condition initiale en t égale 0, j'aurai une connaissance parfaite de la dérivée. Donc, je vais pouvoir construire un point qui ne sera pas trop mauvais. Il ne sera pas exact, il ne sera pas trop mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que je connaisse la dérivée de manière parfaite ne veut pas dire que je peux construire de manière parfaite un point en t plus h. En effet, hein, la courbe varie de manière dynamique entre ces deux points. Mais disons que j'aurai une construction qui sera très précise. Par contre, plus je vais m'avancer, plus je vais accumuler les erreurs. Pourquoi? Parce que je vais réappliquer mon ODE pour calculer une deuxième dérivée, mais sur un point qui sera une approximation numérique. Donc ma dérivée sera elle-même une approximation numérique, et elle va me permettre de construire un deuxième, un troisième, comme vous voulez, point, qui donc sera déjà moins bon. Alors attention, hein, il existe certains types d'équations différentielles dans lesquelles les erreurs tendent à se cumuler. Hein. C'est notamment pas trop mauvais avec les sinusoïdes, où finalement les erreurs tendent à se compenser. C'est assez mauvais dans d'autres cas, où les erreurs tendent à s'accumuler. Alors, voilà pour le principe. Maintenant, regardons, j'espère que vous avez compris. Hein, sinon, il faut vous tourner soit vers M. Chastel, soit vers moi. Vous nous envoyez une question, parce que tout est là. Le reste, après, c'est de la petite cuisine. Hein. Normalement, vous êtes des grands programmeurs Python et ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Vous avez un autre schéma, il est plus propre que le mien, mais bon, le mien avait le mérite, disons, d'être... Voilà, je le faisais devant vous en parlant. Mais en fait, vous avez ici quelque chose de plus précis qui apparaît. Hein. Prenez la courbe rouge qui sera la verte. Hein. Voilà, prenez la moins précise, ce sera la plus intéressante. Nous avons un point ici, en fait. Hein. Alors, regardez. Nous allons prendre l'équation ici, je pense que, voilà, en fait c'est écrit dans la légende, c'est bien évidemment la fonction exponentielle que nous cherchons. Cette fonction est connue de manière simple puisque vous savez que sa dérivée est égale à la fonction elle-même. Donc nous avons une condition connue, nous partons du principe que en 0, la fonction vaut 1, donc nous avons une dérivée qui est connue. Ma dérivée vaut 1 en 0. Ça me permet de tracer une droite de tangente, de pente 1. Dans la mesure où j'ai cette droite, je peux avancer un petit peu. Alors un petit peu ici, le pas, il est énorme en fait. Il n'est pas très précis. C'est le problème de la courbe verte, mais peu importe. Je vais avancer de 1. Et comme j'avance de 1 avec une pente de 1, bien évidemment, je vais aussi monter de 1. Ça me permet donc de construire un deuxième point qui sera ici en fait, vous le voyez, d'ordonnée 2. Hein. J'ai une très mauvaise approximation de la fonction exponentielle par la connaissance donc, de la relation entre la fonction et sa dérivée et d'un point, le premier point. Alors, ce n'est pas très bon parce que vous savez qu'en fait, en 1, la fonction exponentielle vaut à peu près 2,7. Mais en même temps, ça n'est pas catastrophique non plus. C'est une approximation. Elle est mauvaise. Enfin, c'est une approximation qui, finalement, reste une approximation. Et puis, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un deuxième point, donc j'ai une deuxième tangente. On a dit que la dérivée est égale à la fonction. Or, à tort, bien sûr, mais enfin, c'est une approximation. Nous partons du principe qu'en 1, la fonction vaut 2. J'ai donc le droit de supposer que la dérivée, la pente, en cet endroit-là, vaut 2. Je peux donc construire une deuxième tangente, une deuxième droite, qui sera de pente 2, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avancer de 1 et monter de 2. Donc, si je ne dis pas de bêtises, alors, nous étions où? Nous étions à 1 plus 1, on était à 2,
2 plus 2, on va être à 4. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'ici, j'ai construit mon deuxième point, enfin le troisième point donc, de ma solution, le deuxième point que j'ai calculé. Vous voyez qu'il va être ici en 2,4. Alors, ça n'est pas très bon, puisqu'en bleu, vous avez la courbe exacte. Mais bon, voilà, hein, vous reconnaissez malgré tout à peu près la forme de la fonction exponentielle dans la courbe verte. Vous voyez qu'évidemment, elle est meilleure en rouge. C'est normal, le pas est plus petit. Le pas est 2 fois plus petit, et donc on a quelque chose qui est plus précis. Vous voyez qu'avec un pas encore plus précis, hein, si je ne dis pas de bêtises, 50 fois plus précis qu'au départ, vous voyez que j'arrive à cette courbe que vous voyez en bleu clair, hein, en couleur cyan. Cette courbe est très précise quand même. Alors, elle n'est pas fabuleuse, c'est vrai, mais elle est très précise. Bon, la méthode de l'air est une méthode qui diverge. Hein. Mais ça reste quand même très très honorable comme solution. Bon, c'est le principe de cette méthode que nous avons à programmer aujourd'hui. Définir une fonction Euler, je vais essentiellement faire ça avec vous dans cette vidéo. Hein, c'est le but de cette vidéo. Définir une fonction Euler qui prend un argument f. F, c'est mon ODE. Hein, A et B, la borne hein, sur laquelle je travaille. Y0, la solution, la valeur initiale, la condition initiale en A. Donc à gauche de mon intervalle, je dois connaître la solution et le pas H. La fonction doit retourner, donc dans un tuple, doit retourner la liste des valeurs T et la liste des valeurs Y. Donc ma solution, ça va être la deuxième liste. Ça, il y a même plutôt des bibliothèques hein, qui résolvent les ODE, qui en général, c'est le contraire, elles demandent à ce qu'on leur fournisse la liste des valeurs T. Par contre, du coup, on n'a pas besoin de leur donner ni A, ni B, ni H. Donc on leur donne juste F et X. Et ici, donc, c'est une version différente qui nous est demandée. Alors bon, bah, allons-y. Hein. Donc je mets l'énoncé ici et je vous propose donc de coder ensemble. Je pousse un petit peu la palette graphique hein, qui ne me sert plus. Je vais prendre à la place le clavier. Alors, voilà, je vais... Est-ce que je peux un tout petit peu faire monter ça? Voilà. Et on va... Ça devrait être pas trop mal comme ça. J'espère que les caractères sont assez gros pour vous. Bon, j'importe NumPy, j'importe Matplotlib, on n'en a pas besoin tout de suite en fait. Hein, pour cette fonction-là, on n'en a pas besoin. Alors, def Euler, je mets mes paramètres. Hein, donc, f, c'est mon ODE. A et B, donc l'intervalle. Y0, c'est la condition initiale. Et H, c'est le pas. C'est vraiment très très simple. Hein, là. Qu'est-ce que vous devez faire? Bon, bien sûr, on vous demande d'initialiser deux listes. Hein, donc, on va le faire aussi tout de suite. Donc, x est égal à... Alors, x est égal à quoi? Bon, soit vous faites une liste vide, soit en fait, de manière plus raisonnable, probablement, vous partez du principe que vous connaissez déjà la première valeur, c'est A. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous connaissez également votre première valeur, qui est Y0, pour les ordonner. Hein. En fait, nous n'allons pas ici initialiser une liste vide, nous allons initialiser les valeurs initiales. Le but, il est impératif que vos deux listes à la fin aient la même taille. Donc, pour éviter tout problème, on va tout de suite initialiser nos listes avec exactement la même taille, c'est-à-dire un élément au départ, et après on va itérer. Hein, on va itérer jusqu'à pour construire toute la solution. Alors, comment est-ce qu'on peut itérer ici? Bah, on peut prendre un petit t par exemple. On n'a qu'à prendre... comment faire ici? Ouais, on va prendre t est égal à... On va tout de suite... on va faire comme ceci. T est égal à A plus H. Donc voilà, je prends l'abscisse suivante. Alors, while t inférieur à b. Voilà, bien sûr. While t inférieur à b. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis mon nouveau point, hein, donc d'abscisse t. Alors, comment est-ce qu'on va le construire? Je reviens à mon raisonnement de tout à l'heure.
la chose dont j'ai besoin, c'est de la dérivée. La dérivée en t. Non, en fait, la dérivée en t moins h, hein, la dérivée dans le point précédent. Alors, comment est-ce que je connais cette dérivée? Bah, c'est ici que bon, je peux l'appeler d, hein, d pour dérivée. En fait, elle m'est donnée par la fonction. Alors, la fonction, je reprends exactement ce qui était demandé. En premier, la valeur y de t, en deuxième, le temps. Donc, ouais, je ne m'y suis peut-être pas très bien pris pour ma variable t. Tant pis, on va se débrouiller. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire f de t moins h. Non, pardon. Je dois écrire f de x moins 1. Ma dérivée en t moins h, c'est la dernière valeur calculée. Pardon, c'est pas ma dérivée, ma dernière abscisse. Hein. On me demande y, voilà. On me demande y de t, donc je vais retourner, voilà, pardon, hein, je vais retourner la dernière valeur y calculée. Voilà. Hein. Ça, c'est la valeur calculée pour la valeur précédente de t. Je pense que c'est pas très bien d'avoir fait comme ça. On va plutôt faire comme ceci. T est égal à a et on va faire t plus h. Ce sera plus joli comme ceci. Alors, regardez. J'ai besoin donc en t j'ai besoin de y de t. Donc en fait, y de t, c'est ma dernière valeur calculée. Hein, donc je poursuis. Et puis, je mets ici ma variable t, qui est parfaitement synchronisée avec ça. Hein. C'est ça qui me gênait, il y avait un petit problème de synchronisation. Voilà, regardez. En t, c'est-à-dire ici, au tout début, c'est en a. Hein, en a, j'ai une valeur de y0. Voilà. Hein, donc c'est exactement ce que j'indique à cette fonction-là. En t, j'ai calculé, c'est la dernière valeur calculée, j'ai calculé une valeur y, une ordonnée, qui est en fait la dernière. Alors bon, voilà, je rappelle la syntaxe. Y crochet moins 1, c'est le dernier élément de y. Hein, ce sera donc la dernière ordonnée qui aurait été calculée. Ça me donne, voilà, la dérivée hein, de ma fonction en t. Et ça va me permettre de construire, c'est ici que je peux incrémenter t, hein, si vous voulez, ça va me permettre de construire mon ordonnée en t plus h, hein, donc le nouveau point. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça va donner, donc c'est une nouvelle valeur de y, je vais l'appeler yn, hein, pour y nouveau, si vous voulez. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la valeur précédemment calculée, et donc là c'est le taux d'accroissement, hein, plus h fois la dérivée. Hein, donc rien d'extraordinaire, le taux d'accroissement. Et bien évidemment, j'ajoute ça. Alors j'ajoute mes deux choses à je complète mes deux listes. Hein, c'est la nouvelle solution que j'ai calculée. Alors x.append, bah, t, c'est pas très excitant, c'est juste une nouvelle abscisse. y.append, yn. Bon, les plus concis d'entre vous peuvent en fait directement ici économiser deux lignes en écrivant ces deux lignes à la place des lignes 12 et 13. Hein. Bon, ici j'ai voulu décomposer. Ben voilà. Qu'est-ce que je fais? Return x, y. Je vérifie que c'est bien dans cet ordre. Voilà, hein, return x, y. Voilà, tout est là. Ben, on va tester. Et puis si c'est bon, ben, je pense que je m'arrêterai là quand même. Hein. Vous essayerez de continuer par vous-même. Alors, le code suivant doit afficher une des courbes de la figure 1. Oui, enfin, on va toutes les afficher hein, dans la foulée. Alors, ben donc voilà, je vais coder mon ODE. Alors, soit vous le faites avec la notation def, comme c'est le cas ici, soit vous le faites avec la notation lambda. Personnellement, j'aime bien faire la distinction. Les grosses fonctions de programmation avec du code Python en def, et puis bon, des fonctions de nature plus mathématique, je préfère quand même plus les mettre dans une fonction lambda. En plus, ça fait une différence dans le code qui permet justement de bien voir les deux plans. Hein. Le but d'un code, c'est toujours la clarté. Hein. Donc je préfère l'écrire comme ceci. Mais c'est la même chose. Hein. Je vais écrire en notation lambda ce que vous avez ici. Donc f est égal à lambda de y, t, de point, return, y. Vous reconnaissez donc effectivement l'équation différentielle qui concerne la fonction exponentielle, puisque la dérivée est égale à
à la fonction en tout point. Hein. On ne se sert pas de t ici. T ne joue aucun rôle, comme je vous le disais tout à l'heure, t ne va jouer aucun rôle ici, comme dans beaucoup d'équations différentielles, puisqu'en tout point, la fonction est égale à la dérivée. Hein. Cette équation reste vraie partout. Mais ce n'est pas absolument toujours le cas dans certains phénomènes physiques, ni dans certains problèmes mathématiques. Bien, ensuite, je recopie ce qui m'est proposé. E est égal à Euler de f. Alors, on va tracer entre 0 et 3. On va, bien sûr, rappeler qu'en 0, notre fonction vaut 1. Et on prend un pas qui est ici pas très bon. Hein, il n'est pas très bon, 0,5. On va en essayer d'autres, hein, quand même, bien sûr. On va voir ce que ça donne. plt.plot E crochet 0. Oui, alors, E crochet 0. Bien sûr, mon abscisse, mon ordonnée en fonction de mon abscisse. Et je trace tout ceci. On va regarder ce que cela donne. Ah. Alors, ça retourne... Ah ben oui, bien sûr, c'est une fonction lambda. Désolé, il ne faut évidemment pas de return. Ça doit être le coronavirus qui limite mes facultés intellectuelles. Alors, donc voilà, hein, une approximation de la courbe exponentielle. Alors, si je prends le pas assez mauvais, mais d'ailleurs, je pense qu'on peut tracer tout ça les uns à côté des autres. On va recopier le tracé de... Voilà, comme ça, on aura quelque chose de propre pour terminer. Regardez, je fais ça. Ensuite, je vais prendre une deuxième version que j'appelle f. Et on va prendre un pas moins précis. Alors là, je vais la mettre en bleu. Celle-là, je vais la mettre en vert. Et on va en prendre une très précise que je vais mettre en rouge. Donc 2. Voilà. Alors, on va prendre G. Et on va prendre en rouge, donc red. On va prendre quelque chose de plus précis, donc de mémoire 0,2. C'était pas mal. Donc, voilà. Voilà. Hein, donc, en vert, la mauvaise. En bleu, un peu plus précis. Et en rouge, bon, quand même, c'est franchement pas mal. On va tracer, pour la beauté de l'art, la fonction exponentielle à côté. Hein, et on arrêtera là. Alors, bon, petit rappel NumPy. Hein, donc, je vais je vais créer un tableau d'abscisse. Donc, t est égal à np.linspace, hein, je le rappelle. Donc, 0,3. Et combien de points? C'est de l'affichage, c'est du graphique. On est sur 400-500 points. Et bon, après, il y a très longtemps, il y a bien longtemps, les écrans faisaient 640 points en abscisse. Donc, je suis attaché à cette valeur-là. Même si ce n'est pas une puissance de 2. Hein, les plus observateurs d'entre vous pourraient malicieusement me demander pourquoi je n'ai pas pris 512. C'est vrai que je suis tiraillé ici entre 512 et 640, mais c'est mon côté un petit peu nostalgique ici qui a pris le dessus. On va prendre une petite valeur y, donc np.exp, la fonction exponentielle que j'applique de manière vectorisée à t. Et bien sûr, je trace y en fonction de t. Et alors voilà, je ferme ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Import numpy as np, ça c'est bon. T égale np.linspace, ça c'est bon. Ah oui, j'ai oublié plot, c'est plutôt ici. Ah, j'espère que je n'ai pas attrapé le truc, hein, parce que là je me sens quand même pas très vif. Bah, c'est pas mal, hein, là. C'est pas mal du tout. Bon, je vous propose de vous arrêter là. Hein, donc, on va... Qu'est-ce qu'il y a fait après dans le TD? Application, donc ça, vous le faites tout seul, hein, quand même, vous êtes assez grand. Ça, c'est la bibliothèque SciPy. Vous n'avez qu'à taper, hein, normalement. C'est juste, évidemment, que la bibliothèque SciPy contient des modules extrêmement performants qui ne sont pas écrits en Python. Hein. Là, on est dans quelque chose de très, très costaud, hein, qui est écrit en très, très bas niveau, parce que c'est utilisé vraiment quotidiennement dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, vous vérifiez que ça marche. Attention, je me demande juste si la méthode ODEINT ne choisit pas l'ordre inverse. Y et T, est-ce que c'est bon?
C'est ce qu'on avait pris nous. Où est-ce que c'est écrit? Il n'y a rien qui est précisé, donc ça doit être bon. Attention, hein, il existe certaines bibliothèques où c'est l'ordre contraire. Hein. On vous demande de soumettre votre équation différentielle sous la forme t, y. Bon, apparemment c'est bon ici. Des exemples appliqués. Ah oui, non, mais là, par contre, on passe au second ordre. Alors, le second ordre pose un autre problème, mais donc ça, à la limite, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous expliquer comment on va transposer la méthode de Lerche, qui est une méthode qui donc apparemment s'applique au premier ordre, à la résolution, en fait, à un ordre quelconque. Mais bon, on s'arrêtera à l'ordre 2 quand même. Bien, voilà. Ouais, ça ferait quelque chose d'assez joli. C'est le portrait de phase pour le pendule. Mais bon, on fera ça dans une deuxième vidéo à ce moment-là. Bon, bah, je vous remercie. Et donc, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu.